Alors, après l'équilibre acido-basique, l'équilibre hydro-minéral. Hydro comme la quantité d'eau, minéral comme donc les sels minéraux qui sont dans l'organisme. Et le paramètre qui est concerné ici, tout à l'heure c'était le pH, donc le potentiel hydrogène. Ici c'est la pression osmotique. La pression osmotique est présente dans le cours de première S. Donc c'est ce que vous notez pi ou bien PO. Donc dans notre organisme, la pression osmotique doit également être relativement constante, donc ce qui permet donc évidemment de garantir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, cette fameuse notion d'homéostasie. Alors, l'équilibre hydrominéral permet à l'organisme donc de garantir sa composition en termes de volume, donc le volume d'eau, avec globalement donc un volume constant de sang qui tourne autour de 5 litres, et un volume constant relativement là aussi de lymphe qui tourne autour de 15. Donc vous voyez, l'ensemble des liquides de l'organisme constitue donc à peu près un milieu ambiant d'environ 20 litres. Donc c'est pour ça que l'individu peut souffrir d'anémie, mais également de déshydratation. Donc l'anémie, c'est lorsque ça concerne uniquement le sang. Quand c'est le volume global d'eau dans l'organisme, on parle de déshydratation avec tous les problèmes que nous connaissons, notamment chez les enfants à bas âge. Alors, comment l'organisme intervient? Pour comprendre ces mécanismes, il faut d'abord connaître le principal appareil qui agit là-bas, c'est ce qu'on appelle l'appareil urinaire. L'appareil urinaire est formé de 2 reins qui sont reliés à une poche de stockage qu'on appelle la vessie. Les reins sont reliés à cette vessie par 2 urétères et de la vessie sort au niveau du niveau d'un sphincter qui permet de façon réflexe d'éliminer l'urine, et de faire sortir donc ce qu'on appelle donc l'excrétion urinaire par un autre canal qu'on appelle l'urètre. Ici, de façon brève, le rein, on en a 2 évidemment, le rein comprend 2 parties. Il y a une zone corticale, donc on va voir un peu en rapport avec la structure même, mais surtout l'ultrastructure. Là, il y a une zone pyramidale, une zone médulaire, donc avec des canaux en grand nombre qui aboutissent à un espace qu'on appelle le bassinet. Et du bassinet, évidemment, l'urine stockée ici va sortir et aller vers cette poche qu'on appelle la vessie. Mais ça, c'est l'organisation qu'on peut voir même à l'œil nu. En cas de dissection en terminale, on peut faire une coupe de rein et regarder donc ces différentes parties qui sont très nettes sur une coupe qui est fine. Alors, chacun de nos reins contient environ en ultrastructure ce qu'on appelle des néphrons ou tubes urinifères ou urinaires. Donc, 1 200 000. Donc, c'est un grand nombre et comme nous l'avons vu pour le muscle, l'élève qui comprend l'organisation du sarcomère sait comment fonctionne le muscle. L'élève qui connaît le neurone sait comment fonctionne le système nerveux. Et récemment, nous avons vu que lorsque vous comprenez comment fonctionne donc un globule blanc, vous comprenez l'immunité, eh bien, sachez que le néphron est l'unité structurale et fonctionnelle du rein. Autrement dit, ce que le néphron fait indique les différentes fonctions d'un rein. Et en ultrastructure toujours, le néphron comprend ici une zone d'arrivée du sang qu'on appelle le glomérule, une sorte de capsule que j'ai abrégée ici, la capsule de Bowman, un tube courbe qu'on appelle le tube contourné proximal, un tube droit courbe aussi qu'on appelle l'anse de Henle, ensuite une seconde, vous voyez l'équivalent, mais sauf que celui-là est proche de la capsule de Bowman proximale, donc tube contourné proximal. Celui qui est plus éloigné, c'est distal. Donc souvent ces 2 termes sont utilisés, même si vous regardez l'organisation par exemple du spermatozoïde, il y a ce qu'on appelle un centriole proximal qui est plus proche du noyau et un centriole qui est distal, donc qui est plus loin. Donc le TCD signifie tube contourné distal et cela aboutit à un canal collecteur qui, comme vous le voyez, reçoit
des tubes conteneurs distaux, donc provenant de plusieurs néphrons. Je vous ai dit qu'il y en a quand même un grand nombre dans l'organisme. Et le dysfonctionnement de ces néphrons est à l'origine de ce qu'on appelle notamment l'insuffisance rénale. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le sang arrive ici? Il y a la première fonction qui va se mettre en place. Donc, beaucoup d'éléments provenant du sang vont passer dans la capsule de Bowman. Ça, c'est le premier rôle, donc, qui est la filtration. Et après cette filtration, le liquide obtenu, qu'on appelle l'urine primitive, va passer par le tube contourné proximal, avancer par l'anse de Henle, le tube contourné distal, avec, durant ce passage, donc, le deuxième phénomène qu'on appelle la réabsorption. Donc, le corps reprend des éléments qui ont été filtrés, parce que la filtration dépend de la taille seulement. Donc, alors que, si vous prenez l'exemple du glucose, le glucose est dissous dans le sang. Donc, évidemment, les protéines ne vont pas passer, donc c'est des poids moléculaires élevés. Les lipides, même chose, mais le glucose passe. C'est pour ça que dans le cas du diabète, il y a un excès de glucose intérieur. L'urine présente donc du glucose. Et bien là, des éléments comme le glucose, comme l'excès, comme l'eau par exemple, des éléments comme le Na+, des éléments dont le corps a besoin, seront réabsorbés et arrivé ici, le corps va laisser éliminer donc les éléments qui sont en général de deux natures. Il y a dans l'urine deux types de composantes. Des éléments qui sont des déchets ou bien des éléments qui sont en excès. Donc c'est compréhensible. Vous buvez beaucoup d'eau, l'eau n'est pas un déchet. Le corps a besoin d'eau. Mais vous en buvez beaucoup, vous urinez beaucoup. Ce qui veut dire donc que là, l'urine joue un rôle d'équilibre en termes de maintien de ce que j'avais appelé tout à l'heure, donc le volume global qui tourne autour de 5 litres pour le sang. Donc, arrivé ici, le tube collecteur va être relié au niveau du bassinet à l'urétère qui va aller vers la vessie. Donc, le dysfonctionnement, je le répète, de ce néphron est à l'origine de ce qu'on appelle l'insuffisance rénale, dont nous connaissons les ravages dans certains pays. Alors là, l'autre élément aussi, c'est comprendre la notion justement de dialyse qu'on fait faire aux insuffisants rénaux. Comme vous le voyez, au niveau de la capsule de Bowman, le néphron nettoie le sang, on peut dire ça de façon simple, puisque tout ce qui est déchet est filtré et puis sera éliminé, parce qu'il n'y aura pas réabsorption de déchets. Il y aura réabsorption, je le répète, du glucose, de l'eau, des sels minéraux en excès qui sont utiles à l'organisme. Mais tout ce qui est déchet poursuit son chemin avant d'être éliminé donc, au niveau de l'urétère, puis stocké au niveau de la vessie. Donc, la dialyse qu'on connaît en milieu hospitalier consiste simplement à faire dévier la circulation sanguine dans un tube avec un dispositif évidemment d'osmomètre qui permet d'éliminer dans le sang du malade donc ce que le rein fait. En fait, la machine, le dialyseur, remplace simplement le rein avec les difficultés que nous voyons et surtout le côté chronique. Donc la seule façon de traiter ou de soigner l'insuffisance rénale, c'est une greffe qui est très difficile, donc surtout dans un pays comme le nôtre. Alors, donc voilà la première partie qui consiste à comprendre l'organisation de l'appareil urinaire et surtout l'organisation de l'unité, je le répète, structurale et fonctionnelle du rein qu'on appelle le tube urinifère ou bien néphron. Alors, une fois que ceci est compris, sachant qu'il y a deux mécanismes qui vont intervenir, on va les dire. Il y a un mécanisme qui utilise l'ADH, qui est une hormone, et l'autre utilise l'autre hormone qu'on appelle l'aldostérone. Together with sun and